Merci Madame Léa pour votre exposé et merci du temps. Ça a été dans les bras, plus ou moins dans les bras, c'est bien. Je ne vais pas vous féliciter, vous l'exposer. Je laisse les mots pour voir que c'est ça et j'aurai mon mot à dire à la fin de l'intervention. Donc nous allons commencer puisque le volet de la sous-tence doctorat et est parti en deux. Une partie sur le bas de l'attaque, vous avez exposé comme ça, il y a tout ça, il y a des recherches, et on va les exposer. Et le deuxième est passé le savoir-faire. Est-ce que vous avez respecté vos engagements lors de la projection de ce projet? J'ai l'intention de faire telle chose et telle chose pour améliorer tel outil. D'accord? Et si les deux se joignent, à la fin, avec un succès, nous disons que les travaux sont réussis et c'est au moment du jury qui vont vous questionner sur le fond et la forme. Et voir est-ce qu'ils sont vraiment conjointement conjugués ou bien non. D'accord? Donc, je vous souhaite bonne chance pour le fond de votre travail et je donne la parole immédiatement à notre invité. Madame. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier tout d'abord, avant de commencer l'évaluation de ce travail, M. Lafif pour son invitation pour examiner ce travail. Et ça me fait toujours plaisir de venir à Guelma pour rencontrer mes collègues et de collaborer avec mes collègues. Et en espérant qu'on va poursuivre dans le futur, Inch'Allah. Donc, je tiens aussi à remercier la candidate, Madame Bia, pour son exposé. L'exposé était clair, très clair d'ailleurs, et le manuscrit est bien rédigé et bien organisé. D'accord? Et je me souviens qu'elle est venue en 2017 pour exposer son travail à la conférence de l'ICNAS organisée par notre laboratoire de recherche. Et je me souviens, le travail porte sur une nouvelle architecture sur le modèle apprenant dans le groupe. J'étais membre du jury aussi et le travail était bien exposé et bien discuté par les membres participants de la conférence. Donc, je commence par vous donner quelques remarques, puis quelques questions pour bien clarifier votre travail de recherche et bien discuter le travail. D'accord? Donc, en parcourant votre manuscrit, donc j'ai trouvé pas mal de fautes d'orthographe, peut-être c'est des fautes décisives. D'accord? Je vous donne un exemple, par exemple dans la page 86-87. Donc, il y a le mot, dans le mot approbation. Vous avez oublié le R dans toutes les phrases, le tableau. 86. La page 86. Approbation. Vous avez oublié le R dans toutes les différentes phrases, d'accord? 86, 87. Il suffit d'ajouter le R là. D'accord? Aussi, il y a une faute de calcul dans la page 89. Il y a juste une petite faute de calcul, le premier tableau. En principe, pour l'apprenant tuteur 1, nous avons 0,37. Il n'y a pas un grand écart, mais bon, c'est une faute. D'accord? C'est à corriger. Sinon, le calcul est clair et bien fait. D'accord? Il y a aussi des notions qui se répètent plusieurs fois. Par exemple, dans la page 57, 58. 57 et 58, il y a des notions qui se répètent. Par exemple, vous avez défini la partie statique et dynamique pour le modèle apprenant plusieurs fois. D'accord? Il faut hésiter les mots qui se répètent à plusieurs fois. D'accord? Donc, ce que je vous recommande,
page 14. Dans la page 14, vous avez défini normalement deux approches pédagogiques. Le CIMOX qui est de type productionnisme, le diapo 11 aussi. Dans le diapo 11. Et la page 14. Votre manuscrit. Diapo 14. Diapo 11. Si, justement, les deux types. Voilà, vous avez défini deux types d'approche pédagogique, le CIMOX qui est de type collectiviste et le deuxième c'est l'approche de type instructiviste, c'est ça? Donc pour le premier, elle repose sur tout ce qui est construction du savoir par l'apprenant. Donc c'est l'apprenant qui a le rôle essentiel pour construire le contenu, fixer ses objectifs, partager le contenu pédagogique, etc. C'est ça. Et pourquoi, par contre, la deuxième approche, l'instructivisme, c'est-à-dire elle repose sur la transmission du savoir par le modèle enseignement. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui a le rôle de transmettre le savoir. Voilà, c'est le modèle classique traditionnel de l'enseignement. Très bien, d'accord. Donc, moi j'aimerais bien savoir quelle catégorie de MOOC appartient à votre approche. C'est-à-dire notre MOOC implémenté appartient à la catégorie XMOOC. XMOOC, oui. C'est à l'enseignant de transmettre le savoir. Très très bien, oui. D'accord, merci. Donc, pour une autre remarque sur l'homogénéité de la structure de mémoire, exactement dans la page 29. Dans la page 29, dans le chapitre 2, l'activité pédagogique pour les groupes. Chapitre 2. Donc, là, sur le tableau, là, vous avez cité quelques travaux sur la recommandation dans les MOOC. D'accord. Donc, pas peu de travaux. Il y avait juste en 2016, 2017, après 2018. Normalement, il y a un date que je vais. Peut-être vous aurez pu donner aussi un tableau fait tous les travaux sur le problème de tutorat dans les MOOC. Moi, j'aurais aimé avoir un tableau parce que vous avez fait tout des travaux, c'est de côté donc en 2017, 2018 avant, etc. Là, il y a un trou. Là, vous n'avez pas montré un exemple d'un tableau qui cite les différents problèmes du tutorat dans les MOOC. Parce que notre axe de recherche était sur l'évaluation et le problème des abandons. On n'a pas bien entamé le problème du tutorat. On a utilisé juste la recommandation des tuteurs. D'accord. Par exemple, vous ajoutez un tableau, vous faites la dualité du tableau et par exemple, ajoutez une colonne. Par exemple, un exemple pour chaque travail. Pour planifier le manuscrit. En plus, madame, il y a peu de travaux sur le tutorat dans les MOOC à cause du caractère classique. Tous les propositions sont en phase de test. D'accord. Ça a été fait, l'état de l'art, ça existe? Non, elle a fait juste quelques définitions. Quelques définitions. Le problème, il y a peu de travaux sur le tutorat. J'ai compris, oui, j'ai compris. Donc, même remarque pour l'évaluation par les pairs. Moi aussi, j'aurais aimé avoir un tableau comparatif parce que c'est l'objectif de votre contribution. Juste parler. Parce que permettez juste un tableau qui fait les différentes évaluations. Moi, j'aurais aimé avoir un tableau comparatif qui fait les différents travaux, les traitements de l'évaluation par les pairs. Après, je vais dire une synthèse. D'accord? La synthèse, elle dit que je peux faire tous les inconvénients, les insuffisances, je ne veux pas inconvénients, mais les insuffisances, on a les avantages dans les travaux, les traitements à l'évaluation par les pairs. Après, je fais quoi? Dire une synthèse, on a un lien vers la contribution théorique de l'évaluation par les pairs, chapitre 3. Par exemple, on a un lien, le chapitre 3, qu'est-ce que je vais donner?
tableau. Dans le chapitre 3, le chapitre 3, quelle est cette synthèse? Dans le chapitre 3. La conclusion. La phrase numéro 6, la conclusion. C'est dans la conclusion, il est parti synthèse, il est parti critique de la Donc, logique. elle a peut-être déclaré la synthèse. Oui, cette thèse qui montre que la plupart des travaux, c'est-à-dire proposés, laissent les apprenants isolés, c'est-à-dire effectuent leur évaluation tout seul. Cela permet l'apprenant d'être isolé, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de communication avec les apprenants. D'accord. Donc, on fait cette thèse. Aussi, je reste toujours dans le même point, dans la page 44. La page 44. Pour le tableau, REDEC à 2.3, il fallait introduire le tableau, ne pas le mettre directement. Directement, rappeler sans introduction, sans directement, il fallait l'introduire. D'accord? Il n'y a pas d'autres travaux, uniquement, j'ai trouvé que en 2015, 14, 16 et 13. Ou bien, 17, 18, 19, ما كانش En fait, j'ai mentionné les travaux en partie, mais dans le tableau, je n'ai pas fait la synthèse. C'est pas la publication. La limite, c'est la publication, 2017. J'ai compris, oui. Donc, toujours dans le même point d'évaluation dans les banques. Donc, plusieurs recherches s'intéressent au problème ou à la difficulté d'évaluation dans les banques. D'accord? Moi, j'aimerais bien savoir votre rapport et les apports de votre travail par rapport à l'existant. Donc, les travaux existants, les travaux qui utilisent l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire qu'ils donnent, chaque apprenant évalue individuellement le travail. C'est-à-dire, donc cela permet, l'apprenant reste toujours isolé, ne communique pas avec les autres apprenants. Deuxièmement, cette évaluation est critiquée par la plupart des apprenants et par les personnes comme n'est pas pertinente. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'apprenant tout seul, l'apprenant n'a pas les compétences requises pour évaluer les travaux de leur père. D'un autre côté, les pairs eux-mêmes ne font pas confiance à cet apprenant. Donc moi, nous, on a voulu de trouver une solution pour cette problématique, c'est-à-dire donner la possibilité d'évaluer les connaissances et la capacité de l'apprenant pour évaluer ses pairs. Et d'un autre côté, c'est accroître la confiance dans le processus d'évaluation par les pairs. Donc, le premier objectif, c'est pour évoluer, pour diminuer, c'est-à-dire le code de la MIAO, c'est donner la phase de calibrage. À chaque fois qu'il répète le calibrage, c'est-à-dire il étudie, c'est-à-dire pour améliorer sa caractère. Donc, pour améliorer son niveau d'évaluateur, il va être, c'est-à-dire, il relie les solutions, il échange. Donc, ça va jouer sur le profil collectif et le profil évaluateur de la personne. Et le fait d'avoir un jugement, une note donnée par un groupe, cela donne une confiance aux notes données par les pairs. Toujours dans le même point d'évaluation par les pairs, si j'ai bien compris, vous avez donc traité le problème des difficultés d'évaluation, d'accord? Donc vous avez essayé d'améliorer le processus d'évaluation par les pairs, hein? Et vous avez donc utilisé dans votre travail une approche d'apprentissage combinée avec l'apprentissage collaboratif et la méthode de calibrage, c'est ça? Dans le but d'assurer une meilleure évaluation. Ma première question, c'est comment votre approche rend l'évaluation flexible? La deuxième question,
C'est comment vous avez évalué les compétences dans les apprenants. Pardon, comment? Comment vous avez évalué les compétences dans les apprenants. Donc, pour rendre Après votre travail. pour rendre le processus d'évaluation plus fiable, comme j'ai déjà mentionné, on a regroupé les apprenants ensemble. On a fait entraîner ces apprenants sur plusieurs travaux avant d'entamer le processus d'évaluation par les pairs. Ok. Pour la deuxième question. D'accord. La deuxième question, c'est comment évaluer les compétences dans les apprenants. Les compétences des apprenants sont évaluées par le profil social. Parce qu'avant de regrouper les apprenants et faire l'évaluation, on a calculé le profil social, le profil évaluateur de chaque apprenant. Donc, je donne des travaux déjà. Le profil évaluateur, c'est pour savoir la capacité de l'apprenant à évaluer ses pairs. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Donc, la phase d'initialisation, on a donné des travaux aux apprenants. Après, les notes données par cet apprenant, comparées avec les mêmes notes, les notes données pour les mêmes travaux par les staffs, on a calculé le taux de similarité. Donc, si la différence entre la note donnée par les apprenants et le stade évaluateur est inférieure à un point, donc il est considéré comme excellent. C'est dans cette phase, dans la phase d'initialisation, qu'on a évalué les compétences de chaque apprenant. Donc, dans la page 56, vous avez donc parlé de plusieurs points, entre autres le point 3.4.3, système de mobilisation de l'apprenant. Système de mobilisation de l'apprenant. Moi, j'aimerais bien savoir, plus précisément, dans je vais dans le diapo 23. Diapo 23. L'initialisation par le type cognitif de l'apprenant. Oui, l'initialisation de type cognitif de l'apprenant. La page 56. Là, si j'ai bien compris, dans votre, si je reviens à l'application de côté pour le processus d'initialisation du profil cognitif de l'apprenant, vous avez utilisé un QCM, c'est ça? C'est-à-dire évaluer les prérequis ou les compétences initiales à l'apprenant. À mon avis, c'est que on ne peut pas savoir les compétences, même les prérequis à l'apprenant, par un QCM pour un module algorithmique. Parce que le module algorithmique n'a pas l'aspect aléatoire, parce que c'est des QCM. Vous l'avez là? Parce que le module algorithmique, parce que c'est pas évident, parce que j'avais quand même un académie doctorant qu'on a trouvé. Le QCM lui-même, il y a le QCM lui-même, c'est un truc. Il y a une possibilité que quelqu'un le voit et combien. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas. On n'a pas d'autre moyen. Justement, même maintenant, j'ai trouvé le doctorant. D'accord, c'est juste une remarque pour réfléchir à ça. D'accord. Si je reviens donc à le profil évaluateur, le diapo 24, juste après, le profil évaluateur de l'apprenant pour connaître la capacité de l'apprenant à évaluer la capacité de ses pairs. C'est ça? Donc, c'est la capacité de l'apprenant à évaluer les productions
de ces pairs. Oui, j'ai très bien compris le rôle de ce modèle. Donc, juste un petit point. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi ou l'a pris en considération le profil psychologique pour le choix d'un évaluateur? Le profil psychologique. C'est le profil psychologique. Pourquoi vous n'avez pas Comment c'est dire le profil aussi psychologique? Je trouve le profil psychologique de la première. Ça nous a le profil psychologique, le modèle. dans l'évaluation. C'est pédagogique. Dans l'évaluation. Oui. Pour le choix d'un évaluateur. C'est très important aussi. Moi, on a pensé à ça, mais dans le problème du tutorat par les pairs. Mais franchement, dans l'évaluation, on n'a pas pensé à ça. Il y a le profil psychologique, Le profil psychologique, évidemment, c'est la chose la plus importante, la réussite de l'échec. Si on sait cerner, on peut éviter tout échec. D'accord. Donc, juste pour améliorer votre travail. D'accord. Donc, je reviens à la page 63. Plus précisément dans le module de regroupement des apprenants. J'ai compris que vous avez basé sur les travaux l'apprentissage collaboratif, donc 4 apprenants pour chaque groupe. C'est ça? Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous n'avez pas tenté, par exemple, avec 5 apprenants pour un groupe, 6, 7, ou bien un outil statistique, ou pour justifier le choix de 4. C'était directement, nous avons basé sur le tableau. J'ai fait une petite Vous expérimentation. avez mis une étude statistique justifiant votre choix. En fait, on a fait une expérimentation manuelle avec les vrais, etc., avec les étudiants, où j'ai mis des groupes de 2, groupes de 3. Mais franchement, les groupes de 3, c'est-à-dire le groupe de 2, je trouve toujours qu'il y a une personne qui travaille, d'autres, c'est-à-dire peut-être qu'elle a leur place, c'est-à-dire elle ne travaille pas, c'est-à-dire au même niveau. Il y a 2 qui travaillent, le 3e, c'est-à-dire Il fallait faire une étude statistique, justifier bien votre travail. Il y a un travail solide. C'est juste pour améliorer, toujours dans le cadre d'améliorer votre travail. D'accord? Aussi, toujours dans le module de regroupement, est-ce que vous avez donc pensé à utiliser des techniques de data mining pour aller le regroupement? Par exemple, le cas de technologie, ça peut être des techniques de data mining, c'est le regroupement. Pourquoi vous n'avez pas utilisé Paris On appelle ça la similarité fonctionnelle. Exactement, l'approche de D'accord. Le profil politique, si je peux intervenir, monsieur le Oui, Président, parce que pour le profil politique, je pense que ces algorithmes-là sont efficaces. Par contre, si on ajoute d'autres paramètres, c'est vrai, là, les techniques de data mining, Camille, sur la complémentarité, sont très efficaces. Mais là, ce sont des algorithmes simples, c'est-à-dire des algorithmes. On a un profil politique, qui a 4 valeurs, il y a 5 valeurs, donc on essaie d'utiliser. Il y a là oublié de mentionner que les groupes doivent être hétérogènes, et à la fin, c'est ça le plus important. Et pour avoir tous les groupes homogènes. Donc, il faut essayer de trouver donc, un certain degré ou la similarité entre les différents groupes. Comme ça, tous les groupes peuvent être similaires. C'est ça Ce serait mieux, comme disait la dame, de data mining. Un plus. C'est plus, mais bon, peut-être si on utilise d'autres critères, d'autres paramètres, et on a utilisé avec d'autres étudiants, d'autres paramètres, ce n'est pas uniquement le profil politique. Le profil politique, c'est
pour nous, c'est juste moyen, bon, excellent, ainsi de suite. Juste pour le, je parle de Voilà. groupe, Vous groupez par la base de la base de profil d'évaluateur. C'est-à-dire le taux de similarité entre les membres. Mais c'est toujours qu'il y a un bon moyen, Un bon moyen, une ça, classe. c'est toujours un Il classé. y a toujours une classe. Oui, on peut utiliser Camille, on peut utiliser l'ACP, on peut utiliser d'autres paramètres. D'accord. Donc, aussi pour le choix de leader. De leader pour un groupe. Leader. Donc, maintenant, si j'ai bien compris, le système choisit un apprenant ayant le taux de similarité Le plus élevé. avec le staff évaluateur le plus élevé, d'après les statistiques que j'ai données. Mais est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est une condition suffisante? Imagine qu'il y a un conflit entre le groupe. ويكون عنده le chef, il n'a pas de capacité vraiment pour résoudre le conflit entre le groupe. C'est une condition insuffisante pour franchement. Parce qu'on a pensé, c'est-à-dire juste d'évaluer son profil évaluateur, c'est la capacité de guider le groupe est basée sur le profil évaluateur. Je n'ai pas pensé au côté de ça. Psychologie. Sur le choix de chef, une thèse avec juste pour avoir, il y a des techniques, des approches appliquées, tout. Encore, c'est pas évident. Ça doit répondre à beaucoup de facteurs. Social, intellectuel, psychologique, et c'est beaucoup de choses. C'est pas facile. C'est compétence pour résoudre un conflit. Mais elle ne peut pas. C'est dans nos futures perspectives, on a dit, de trouver ces solutions pour trouver Ce sont des recommandations, mais c'est on ne peut pas faire des trucs. Vous avez un objectif, comme je l'ai dit au début. Vous avez fixé un objectif. Est-ce que vous l'avez atteint? Si vous avez atteint votre objectif, c'est bien. Le reste, c'est pour le futur. Parce que madame, petite remarque, entre parenthèses, c'est très bien que vous avez mentionné le problème des conflits. Juste pour une nouvelle information, nous travaillons maintenant sur un article sur le conflit avec Dr. Bergepar, elle est absente. Mais on a fait, c'est-à-dire on a travaillé depuis 2 ans sur un conflit. Je pense à Je parle. vous avez un travail, c'est le conflit, je pense. Ça me semble avoir au problème de. Vous avez les oreilles. D'accord, ok. Donc, si je reviens à la deuxième contribution, identifier les apprenants à risque d'abandonner leur donc, votre objectif est donc de diminuer le nombre d'abandonnants dans les groupes, bien sûr grâce à des interactions sociales. Bien sûr, vous avez appliqué des approches, si j'ai bien compris, pour analyser les approches. Les traces ici par les apprenants lors d'une activité pédagogique ou l'activité d'apprentissage. D'accord. Est-ce que ici vous aurez peut-être pu utiliser les techniques sociales analytiques pour monter ça, pour analyser les traces. Social learning analytique. Ce sont des techniques qui sont la plus moyenne pour analyser les traces lors des utilisateurs, lors d'une activité pédagogique. D'accord? C'est très important dans le point. Sinon, je vous remercie, madame, sur votre manuscrit, sur votre présentation. Le manuscrit ici il est très bien clair. Vraiment très clair. Et je vous encourage toujours à continuer dans le même domaine de recherche et toujours de préférence avec votre encadrement. D'accord? Parce que c'est les spécialistes. D'accord?
سيدة السيدات. Merci, Madame Mahlan, pour votre intervention et vos orientations et vos suggestions et les perspectives que vous avez proposées pour de futures recherches de notre candidat. Nous passons pour enrichir encore le débat.